Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui un cours qui est très très important. C'est le premier cours de notre série tuberculose, d'accord. Donc, j'espère que cette série sera bénéfique pour vous. Et voilà, donc notre cours, c'est la primo-infection tuberculeuse. Plein d'étudiants ont des difficultés à comprendre ce cours, donc je vais simplifier le maximum et à la fin, vous allez tout comprendre. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste et mettre un petit like. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de mon page médicale, toujours dans la boîte d'infos ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Et c'est parti. Alors, c'est quoi la primo-infection tuberculeuse? C'est l'ensemble de modifications immunologiques, c'est-à-dire au niveau de l'intradermale réaction à la tuberculine, on aura cette réaction qui sera positive, de type cellulaire, éventuellement clinique et ou radiologique, lors du premier contact de l'organisme avec le VK. Donc, c'est quoi la primo-infection tuberculeuse finalement? C'est le premier contact de l'organisme avec cette bactérie qu'on appelle le Mycobacterium tuberculosis. D'accord? Donc, c'est la bactérie de la tuberculose. Donc, qu'on appelle la primo-infection. D'accord? La primo-infection peut être, on va voir par la suite, latente, c'est-à-dire elle ne va pas se manifester sur le plan clinique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signes cliniques, il n'y a pas de symptômes, donc elle est asymptomatique. Et elle peut se manifester par des symptômes, comme on va voir par la suite notamment la toux, la fièvre peut-être, et qu'on appelle la primo-infection tuberculeuse qui est patente, c'est-à-dire elle est exprimée sur le plan symptomatique. D'accord? L'intérêt, il est double, thérapeutique et l'intérêt pour la prévention. Thérapeutique, traitement de toute primo-infection. C'est pas toute primo-infection, il y a des primo-infections qu'on surveille, mais la majorité des cas, on traite les primo-infections parce qu'il y a des risques de développer une tuberculose pulmonaire, qu'on appelle la tuberculose maladie, ou bien des localisations qui sont extra-pulmonaires lors du passage de cette bactérie par voie sanguine, par voie hématogène. Le deuxième intérêt de ce cours, c'est la prévention, notamment par le BCG, qui est une vaccination obligatoire de toute nouveau-née, d'accord? La prévention, elle est généralement de 7 à 10 ans et elle fait la prévention contre la primo-infection tuberculeuse et notamment c'est une primo-infection qui est artificielle parce qu'on injecte justement cette bactérie qui est seulement atténuée. Un peu de physiopathologie de façon très rapide. Alors, une fois inhalée, on sait que cette bactérie, la transmission de la bactérie de la tuberculose, la transmission de cette bactérie se fait par voie respiratoire, d'accord? Via les gouttelettes de la salive. Donc, une fois inhalée, les bacilles tuberculeuses sont déposées au niveau des espaces alvéolaires distaux, le plus souvent au niveau des zones pulmonaires supérieures, c'est-à-dire au niveau des zones du poumon, des poumons supérieurs. Pourquoi? Parce que cette bactérie, rappelez-vous que c'est une bactérie aérobie stricte. Et tant que c'est une aérobie stricte, elle aime tous les zones qui sont bien ventilées. Et on sait bien que les zones les bien ventilées au niveau du poumon, c'est bien les zones supérieures. D'accord? Donc les lésions vont se manifester le plus souvent au niveau des zones supérieures. D'accord? Il s'agit du foyer pulmonaire ou chancre d'inoculation. C'est quoi le chancre d'inoculation? C'est généralement la multiplication de cette bactérie qu'elle va former sur la radiographie thoracique une opacité, d'accord? Une opacité qu'on appelle le chancre d'inoculation. Alors, les bacilles de Koch sont alors phagocytés par les macrophages. Donc, bien sûr, une réaction inflammatoire et une réaction immunitaire va se développer. Donc, les macrophages vont phagocyter les BK. En même temps, une réaction immunitaire, donc lymphocytaire de type cellulaire, c'est pas de type humoral, c'est de type cellulaire au niveau de la tuberculose. Donc, par la prédominance de TH1, bien sûr, rappelez-vous que CD4 existe sous deux populations, TH1 et TH2. Donc TH1 pour la réponse cellulaire et TH2 pour la réponse humorale. Donc cette fois-ci, c'est les TH1 qui vont intervenir dans notre réponse. Et bien sûr, il y aura sécrétion de plein de cytokines et le recrutement de plein de cellules phagocytaires. En même temps, les cellules dendritiques vont phagocyter cette bactérie et migrent jusqu'au relais ganglionnaire, d'accord, jusqu'au ganglion, pour présenter les antigènes aux lymphocytes TCD4 qui vont rejoindre le site de l'infection, d'accord.
Et en même temps, les lymphocytes TCD8 vont être activés aussi eux-mêmes, vont être aussi activés et participent aussi à la réaction inflammatoire et la réponse immunitaire. Donc finalement, on a plein de types de cellules. On a les cellules macrophages, on a parfois des polynucléaires neutrophiles, des CD8, des CD4. Donc, ce qui va nous former sur le plan anatomopathologique qu'on appelle un granulome tuberculoïde ou une lésion tuberculoïde ou un follicule. D'accord, qui va se manifester par un ensemble de cellules et avec la nécrose caseilleuse au centre. Donc, ces réactions immunitaires se traduisent par la formation d'un granulome, comme je vous ai dit, avec réaction ganglionnaire satellite. Pourquoi ganglionnaire satellite? Parce qu'on a déjà dit que les cellules dendritiques vont jusqu'au ganglion, d'accord? Et bien sûr, au niveau des ganglions, les LT CD4 et CD8 vont se multiplier et du coup, il y aura augmentation du volume de ces ganglions qu'on appelle les adénopathies, d'accord? Qu'on appelle les ganglions satellites ou les adénopathies satellites, généralement unilatérales, et le tout, c'est-à-dire le chancre d'inoculation qu'on a déjà parlé, d'accord? Le chancre d'inoculation avec notre ganglion satellite forme ce qu'on appelle le complexe ganglio-pulmonaire de la primo-infection. D'accord? Donc, l'adénopathie satellite et le chancre d'inoculation forment ce qu'on appelle le complexe ganglio-pulmonaire de la primo-infection. D'accord? Super. Et le tout, et ce complexe, c'est purement radiologique. Hein? Donc, ce sont des signes radiologiques qu'on voit sur la radiographie thoracique. Alors, dans 90% des cas, la réponse immunitaire de l'organisme prévient, c'est-à-dire arrête la prolifération des mycobactéries. Donc, elle va contrôler notre infection, d'accord, en 3 à 9 semaines. Il s'agit donc d'une infection tuberculeuse latente, qu'on appelle la primo-infection latente, c'est-à-dire il n'y a pas de signe clinique. Il n'y a pas de symptômes, c'est-à-dire qu'elle est asymptomatique, puisque notre système immunitaire arrive à stopper la bactérie de se multiplier. Dans moindre des cas, c'est-à-dire toutefois, les bacilles de Koch peuvent persister à l'état quiescent, c'est-à-dire l'état l'état où les bactéries ne se multiplient pas, d'accord, qu'on appelle l'état quiescent, d'accord, dans les macrophages, et bien sûr, ce risque est majoré aux extrêmes âges, notamment l'âge très âgé et les enfants, moins de 5 ans, d'accord. Bien sûr, d'autres situations favorisent également le passage à la primo-infection qui est patente, généralement la malnutrition, le diabète et les infections, etc., l'immunodépression. Donc, le système immunitaire finalement n'arrive pas à éliminer cette bactérie. Donc, elle continue à se multiplier après qu'elle était à l'état quiescent. Donc, elle va se manifester sur le plan clinique par des signes ou des symptômes, d'accord? Généralement pas des symptômes, la toux, etc. C'est pas des signes. Les signes, c'est à l'examen clinique. Les symptômes, qu'on dit que c'est symptomatique, donc c'est patent. Encore, c'est une infection, primo-infection, qui est patente, d'accord? Qui s'exprime sur le plan symptomatique. Donc, voici un schéma qui récapitule un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc, vous avez là un sujet qui est contagieux, c'est-à-dire qui a présenté déjà une tuberculose pulmonaire. D'accord? Et puis, cette personne va libérer des gouttelettes salivaires qui contiennent cette bactérie. Donc, la transmission de cette bactérie est respiratoire. D'accord? Vers un sujet qui est contact. Donc, ce sujet qui est contact, il est sain au premier plan. Mais il va être en contact avec le sujet qui est contagieux. Il va développer notre primo-infection tuberculose. D'accord? Une fois qu'il développe notre primo-infection, ça peut se manifester sur le plan clinique par des symptômes qu'on appelle la primo-infection patente, c'est-à-dire symptomatique, comme elle peut rester silencieuse, qu'on appelle la primo-infection latente. La primo-infection latente, suite à des étapes ou à des états d'immunodépression ou bien l'âge extrême ou bien une reprise, peut se transformer en tuberculose maladie, c'est-à-dire la tuberculose pulmonaire qu'on va aborder dans un autre cours. C'est pour ça qu'on doit traiter quelques infections tuberculeuses qui sont latentes. Et la tuberculose pulmonaire peut donner des sites ou bien des localisations qui sont extrapulmonaires ou bien rester à l'état pulmonaire. Tandis que la primo-infection qui est patente peut aussi donner une localisation pulmonaire extrapulmonaire. C'est la même chose que
la primo-infection latente, et voilà. Et la primo-infection, que ce soit latente ou patente, quand elle se transforme en tuberculose maladie, quand elle se transforme en tuberculose maladie, c'est-à-dire la tuberculose pulmonaire, le sujet devient un sujet contagieux, d'accord? Donc, dans un premier temps, il était un sujet contact et il devient un sujet contagieux. Pourquoi? Parce que la tuberculose pulmonaire, elle est contagieuse, d'accord? C'est pas comme la primo-infection, elle n'est pas contagieuse généralement, mais la tuberculose pulmonaire, elle est contagieuse et il peut contaminer par voie aérienne d'autres sujets qui sont en contact, d'accord? Et le cycle reprend. En ce qui concerne le diagnostic positif, donc comme on a déjà dit, il y a deux types de primo-infection, la primo-infection qui est latente et la primo-infection qui est patente. Alors pour la primo-infection qui est latente, donc elle est, comme on a déjà dit, elle est asymptomatique et se traduit par un simple virage des réactions cutanées tuberculiniques, c'est-à-dire l'intradermale réaction tuberculinique qu'on va voir par la suite, et elle est dite latente, d'accord? Donc au niveau de la primo-infection qui est latente, on a besoin des examens complémentaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des symptômes. Donc, elle est asymptomatique. Donc, pour confirmer notre infection, ou bien la primo-infection, on utilise soit la radiographie thoracique ou bien l'intradermoaction, la tuberculine. D'accord? Les deux, quand l'âge est inférieur à 15 ans, si l'âge est supérieur à 15 ans, on considère le sujet comme adulte, et là, on n'utilise plus l'intradermoaction, la tuberculine, on utilise la radiographie thoracique. D'accord? J'espère que c'est clair. Pour la primo-infection latente, on a besoin des examens complémentaires parce qu'elle est asymptomatique. Si le sujet est inférieur à 15 ans, donc on fait la radiographie thoracique plus l'intradermoaction, la tuberculine. Et si le sujet est supérieur à 15 ans, donc il est considéré comme adulte, donc là, la radiographie thoracique suffit à elle-même pour poser le diagnostic. Dans le cas contraire où la primo-infection elle est patente, donc d'environ 10% des cas seulement, elle est symptomatique. Et elle va se manifester par des signes cliniques et ou radiologiques. Donc les signes cliniques peut être une toux, une asthénie, une altération de l'état général, peut être une fièvre modérée. Elle peut se manifester par des signes digestifs qu'on appelle la fièvre typhoïde. Donc elle peut simuler un tableau clinique de la fièvre typhoïde, d'accord, qu'on appelle la typhobacillose de Landouzy. Donc ça simule vraiment un tableau clinique de la fièvre typhoïde quand les signes sont digestifs. Elle peut se manifester aussi par un érythème noueux, donc des signes cutanés ou kératoconjonctivite, et aussi des anomalies biologiques, notamment l'inflammation, donc on aura une accélération de la vitesse de sédimentation, une lymphocytose, et à la radiographie thoracique, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va voir chancre d'inoculation et les adénopathies hilaires unilatérales qu'on appelle le complexe, et ces lésions traduisent par une cicatrice radiologique quand les lésions régressent, donc elles vont se manifester par une cicatrice et elle peut prendre le caractère calcifié, d'accord? Et là, on n'a pas besoin vraiment de l'intradermoaction à la tuberculine. Pourquoi? Parce qu'elle est patente, donc c'est évident, c'est symptomatique, d'accord? Donc c'est évident, c'est symptomatique. C'est pas comme la primo-infection latente. Et la radiographie thoracique, elle est utilisée dans la patente, justement pour voir le type de traitement qu'on va suivre. On va voir par la suite dans la dernière partie du cours. Donc, s'il y a des lésions, il y a un traitement. S'il n'y a pas de lésions, il y a un autre traitement. Sinon, pour la patente, tout est évident. D'accord? Très bien. Donc, récapitulons un petit peu. S'il y a des signes, donc on pose directement le diagnostic de primo-infection patente. S'il n'y a pas des signes, on pousse notre examen complémentaire, notamment l'intradermoaction, la tuberculine et la radiographie thoracique si le sujet est inférieur à 15 ans. Sinon, la radiographie thoracique suffit si le sujet est supérieur à 15 ans. Un mot sur l'intradermoaction, la tuberculine. Donc, on va prendre juste l'essentiel. Donc, je vous ai mis en rouge ici. Et voilà, je vais vous mettre le lien de ce polycopier. C'est pas mon résumé, c'est un résumé d'un prof, d'accord? Je vais vous mettre le lien dans la boîte d'infos, comme ça vous pouvez le consulter. Donc, je vous ai mis en rouge ici pour la diagnostic de la tuberculose latente. On n'a pas besoin de l'intradermoaction, la tuberculine dans la patente. Ce test consiste à injecter bien sûr un extrait antigénique, appelé dérivé protéique purifié, donc DPP, obtenu à partir d'une souche de Mycobacterium tuberculosis, et on va injecter l'extrait dans la face antérieure, au niveau de la face antérieure de l'avant-bras, et ça va induire une hypersensibilité à médiation cellulaire qui va se manifester par un cercle qu'on appelle une induration. D'accord? Et on interprète le résultat de ce test
selon le diamètre de l'induration. Et bien sûr, les valeurs changent si le patient est vacciné ou non. Donc, l'interprétation, là, je vais la mettre en rouge aussi. Son interprétation doit tenir compte du statut vaccinal du patient. Là, c'est vraiment important. Du statut vaccinal du patient. Parce qu'une intradermale réaction à la tuberculine chez un patient non vacciné, elle est considérée comme positive si l'induration est supérieure à 10 mm et elle est négative si elle est inférieure à 10 mm, tandis que pour le sujet vacciné, l'induration ou l'intradermale réaction à la tuberculine est considérée comme positive si l'induration est supérieure à 15 mm et elle est considérée comme négative si elle est inférieure à 15 mm. D'accord? Donc, vous voyez que les valeurs d'interprétation de l'intradermale réaction à la tuberculine changent en fonction du statut vaccinal du patient. Et bien sûr, la lecture se fait à la 72e heure après l'injection de l'extrait. Donc, récapitulons un petit peu le diagnostic de la primo-infection tuberculeuse. Donc, vous voyez là un sujet qui est contacté, qui avait un contact avec un sujet qui est contagieux. Donc, on a deux types de cas ou de situations où le sujet est d'âge inférieur à 15 ans et le sujet est supérieur à 15 ans et il est considéré comme adulte. Donc là, s'il n'y a pas des symptômes, il y a une possibilité que cette primo-infection est latente. Possibilité pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore confirmé le diagnostic de primo-infection. On a besoin d'autres examens complémentaires, notamment la radiographie thoracique et l'intradermale réaction à la tuberculine. D'accord? Donc, s'il n'y a pas des symptômes, on a besoin d'autres examens complémentaires pour confirmer s'il s'agit d'une primo-infection ou si c'est rien. D'accord? Si le sujet est vacciné, donc l'induration doit être supérieure à 15 mm pour que l'intradermale réaction à la tuberculine soit positive et donc pour confirmer le diagnostic de primo-infection latente. Et s'il est inférieur, l'intradermale réaction à la tuberculine est négative et on surveille seulement. Si le patient n'est pas vacciné, donc l'induration est supérieure à 10 mm suffit pour confirmer le diagnostic de primo-infection tuberculeuse latente. Et si elle est inférieure à 10 mm, donc c'est négatif, donc le sujet n'est pas vacciné, donc on doit le vacciner. En cas où le sujet est symptomatique, c'est-à-dire il présente une toux, altération de l'état général, parfois une fièvre, parfois des symptômes digestives ou cutanés, donc là il est symptomatique. Donc, on n'a pas besoin de ces examens complémentaires. On a besoin, certes, de la radiographie thoracique pour le traitement, mais on n'a pas besoin d'examen pour confirmer. Donc, directement, c'est une primo-infection qui est patente. Donc, c'est symptomatique. Si le sujet est supérieur à 15 ans, donc il est considéré comme adulte. S'il est asymptomatique, donc on a besoin d'autres examens complémentaires pour confirmer le diagnostic. Et cette fois-ci, on utilise seulement la radiographie thoracique et non pas la radiographie plus l'intradermale réaction à la tuberculine. Parce que le sujet est supérieur à 15. Donc, la radiographie thoracique, elle va objectiver les lésions, donc elle va objectiver notre complexe qu'on a déjà parlé. Et là, le diagnostic de primo-infection tuberculeuse latente, parce qu'elle est asymptomatique, est confirmé. Dans le cas où le patient est symptomatique, on n'a pas besoin d'autres examens complémentaires et le diagnostic de primo-infection tuberculeuse patente est confirmé. Récapitulons un petit peu, s'il n'y a pas de symptômes, donc on a besoin d'autres examens complémentaires pour confirmer le diagnostic. Sinon, s'il est symptomatique, c'est évident. Maintenant, on va faire la dernière partie du cours, c'est le traitement, et c'est une partie qui est très, très importante. Alors, le traitement dépend du type, si c'est une primo-infection latente ou bien patente. Si c'est une primo-infection latente, on doit prendre en considération l'âge du sujet. S'il est moins de 5 ans ou plus de 5 ans. S'il est moins de 5 ans, donc là, l'immunité est faible plus ou moins, donc on doit instaurer un traitement qui est la chimioprophylaxie par l'isoniazid, donc c'est un antibiotique, pendant 6 mois. S'il est plus de 5 ans, juste on surveille. Pourquoi la surveillance? Pourquoi vous me dites, vous pouvez me poser la question, pourquoi on surveille? Parce que c'est une primo-infection latente. Certes, elle est asymptomatique, mais elle reste une primo-infection. Donc, elle peut se développer elle peut se compliquer vers une tuberculose pulmonaire. Donc, on doit surveiller. D'accord? Très bien. Et si c'est une primo-infection tuberculeuse qui est patente,
Ça dépend de la radiographie thoracique. C'est pour ça qu'on utilise la radiographie thoracique. Vous voyez, s'il y a des opacités pulmonaires, on instaure 2 RHZE, c'est quoi le R? C'est rifampicine, H c'est isoniazide, Z c'est pyrizinamide et E c'est éthambutol. D'accord? Et donc 2 mois par ce traitement et les 4 mois restantes, donc le tout c'est 6 mois. Et les 4 mois restantes seulement R avec H. D'accord? Donc rifampicine et isoniazide. D'accord? Et s'il n'y a pas d'opacité, donc 2 mois avec RHZ seulement et 4 RH. Je vous rappelle que R c'est rifampicine, H c'est isoniazide, Z c'est pyrizinamide et E est éthambutol. D'accord? Ce sont des antibiotiques seulement, donc la durée reste 2 mois, mais sans utiliser E qui est l'éthambutol. D'accord? Et dans la primo-infection patente, s'il y a des troubles ventilatoires, c'est-à-dire des troubles de la respiration, parce que n'oubliez pas que les adénopathies ganglionnaires peuvent comprimer, vers obstruer, peuvent comprimer une branche, d'accord? Donc, ça peut se manifester par des troubles ventilatoires, et dans ce cas, on ajoute, en plus de ces antibiotiques, un traitement par des corticoïdes, donc une corticothérapie et la kinésithérapie, d'accord? Donc, voilà le traitement, tout simple, tout court, et la méthode diagnostique. Je vais vous mettre le lien de ce PDF, d'accord, que je vous ai écrit dans la boîte d'infos en cas où vous utilisez pour le lire calmement, d'accord. C'est tout pour la primo-infection. J'espère que ce cours était bénéfique pour vous et vous pouvez poser les questions que vous avez au niveau des commentaires. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine.